C'est un policier de Genève, îlotier d'un quartier difficile. Sa différence, préférer la prévention à la répression. Cet homme, épris de morale, soucieux d'humanisme, entame une deuxième carrière en utilisant son expérience. Comment est-il devenu écrivain? Bonjour Yves. Bonjour Viviane. On vous appelle aussi Patrick, vous avez en quelque sorte une double identité. On peut dire ça comme ça, tout à fait. Ouais. Yves Policier. Patrick, donc, policier, ça serait Yves. Et écrivain, puis, et c'est Patrick. Ça serait l'écrivain. Yves Delachaux est avant tout un homme de loi. Ex-patrouilleur à Genève dans le quartier Chaud des Paquis, ce policier, aujourd'hui âgé de 40 ans, lutte depuis des années contre le racisme et les pratiques discriminatoires dans la police. Flic à l'ancienne, devenu au fil du temps universitaire et formateur à l'école de police, il a fait de ce combat, le combat de toute une vie, à l'avant-garde de sa profession. C'est plutôt un policier du futur, lui. Il ne se contente pas simplement de vivre des choses, il a besoin de les analyser et puis surtout de redonner le fruit de ces analyses à l'entier du corps de police et puis de la République en général. Il est quand même atypique, oui. Un personnage atypique à la sensibilité exacerbée qui a ressenti un jour le besoin de coucher sur papier une partie de ses réflexions sur ce métier qu'il dit aimer profondément. L'homme de loi est alors devenu en plus un homme de lettres, auteur de plusieurs romans à succès. Pour moi, c'est avant tout un créateur, Delachaux. Que ce soit la création de nouvelles pratiques policières ou la création d'un roman, quoi. C'est un policier romancier genevois qu'on aurait intérêt à étudier en France, voilà. Je dis bien intérêt. C'est notre intérêt d'écouter ce genre d'homme. Racontez-moi votre enfance, Yves. Vous étiez un petit garçon sage? Non, pas vraiment. Pas du tout. Pas vraiment, pas du tout. Non, j'étais en tout cas très dissipé. Déjà à l'époque, j'inventais pas mal d'histoires. Je regardais à travers les fenêtres de l'école. J'étais donc plus attentif à ce qui se passait dehors qu'à l'intérieur. Et je comprenais pas du tout ce que je faisais entre ces murs. Est-ce que ça aurait pu vous faire dévier du mauvais côté, d'être comme ça frustré? Je faisais beaucoup de sport. Donc le sport, pour moi, m'a socialisé beaucoup plus que l'école. Alors parlez-moi de ça, parce que c'est très important. Le sport, ça socialise. Ah, mais bien entendu, j'avais tellement d'énergie et je voulais faire tellement d'autres choses que de rester de nouveau sur les bancs d'école que j'ai tout le temps été à fond dans le sport et j'en ai pratiqué beaucoup quand j'étais plus jeune, avant de me fixer plutôt sur des sports de combat. J'ai vraiment trouvé là-dedans quelque chose qui m'a poursuivi jusqu'à aujourd'hui, puisque je pratique moins aujourd'hui, mais j'ai 25 ans de dojo et de sport de combat. Donc le sport est central et l'école, donc vous l'avez quitté à quel âge? J'ai tout de même fait ma scolarité obligatoire, donc jusqu'à 15 ans. Péniblement péniblement, en provoquant déjà un révolté certainement. Donc je trouve un malin plaisir à secouer un peu l'institution. Et puis bien sûr, dès que j'ai eu l'occasion, je suis parti. Et là, vous avez fait quoi? Je suis rentré dans le monde, il me fallait le monde professionnel. Donc j'ai fait à ce moment-là un apprentissage dans une branche de commerce. Mes parents sont issus du monde commercial. Là, je m'affrontais avec le monde des adultes. C'est quelque chose qui était concret, pragmatique, c'était tout à fait différent. Et avec l'attente à cet âge-là de partir à l'armée. Vous avez été heureux à l'armée, Yves? Assez rapidement dégoûté. Dégoûté, donc, pourquoi pour toi? Quand je suis arrivé là, en gros, une semaine après, j'avais compris comment ça se passait. J'avais compris que je serais un type malheureux à l'armée. Ils avaient aussi compris que j'allais certainement ne pas suivre le chemin établi. Et puis ça a été une confrontation. Je sais aujourd'hui, en me retournant, que tout ceci a été une succession de combats contre finalement l'ordre établi. L'autorité? Contre l'autorité. Donc finalement, vous sortiez de l'école, c'était l'ordre établi, vous rentrez dans l'armée, c'est encore l'ordre établi. Et je rentre à la police. Et vous rentrez, tout de suite, pas tout de suite dans la police. Non, parce que je rentre à 25 ans dans la police. Donc entre 20 ans et 25 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Le commerce. Je dirais même donc, entre 16 et 25, donc quasiment 10 ans de commerce. 10 ans de commerce. On était au début des années 90, 89, pour moi, où j'ai réalisé que je passerais ma vie à finalement plus faire de la comptabilité, à chercher à résoudre des conflits d'argent, que de faire le métier pour lequel j'étais formé. Alors, qu'est-ce qui vous a permis de quitter ce monde du commerce dans lequel vous commenciez à vous étioler pour arriver dans le monde de la police? Qu'est-ce qui a fait le lien entre les deux? Le sport. Le sport.
le sport. Je pratiquais donc du judo, du jiu-jitsu, je parlais de karaté, donc différents sports de combat. Et ça faisait des années, que ce soit à l'école fédérale de Macolin, à Maglingen, que ce soit dans les rencontres sportives, que je touchais donc les policiers qui venaient aussi se former, et certains donc d'un très bon niveau. Et là aussi, de nouveau, un peu de confrontation sportive. En même temps, je voyais ces types qui avaient des tas d'histoires passionnantes à raconter. Et puis, ceci certainement doublé de cet humanisme que je perçois aujourd'hui, que je peux même écrire aujourd'hui, fait que je me suis dit, peut-être là-bas, je peux réaliser, sauver la veuve à l'orphelin. Donc beaucoup d'idéal au départ. Ouais, je pense bien. Beaucoup d'idéal. Même, je fais partie de ces gens utopistes, j'assume complètement. Ouais. Alors, vous rentrez dans la police, et là, ça se passe comment, les premiers temps? Je rentre dans un monde que je connaissais pas du tout. Confrontation, surtout avec une population, dans un quartier extrêmement vivant, ce qui va, pour moi, influencer totalement ma vie, bien entendu, le regard que je porte sur un type de population que je ne connaissais pas. Je parlais du commerce, j'étais plutôt issu, j'oserais dire, de la petite bourgeoisie finalement, d'accord ? Téméraire, un peu aventurier, petite bourgeoisie, mais pas du tout dans la déshérence, pas du tout dans des gens qui connaissent l'immigration, qui connaissent la pauvreté, qui tous les jours combattent pour survivre finalement. Et le monde policier m'a amené ceci, mais alors, je dirais, en pleine face. Voilà, donc pour moi, ça a été une découverte d'un monde que j'imaginais pas. Quartier des Paquis à Genève, où Yves Delachaux retrouve son ancien collègue de patrouille. 12 ans durant, le flic a traîné ses gâteries ici, en contact étroit avec la population locale. Ce retour en arrière est l'occasion pour les deux hommes de revenir sur quelques souvenirs mémorables. Non, là c'est tout neuf. Ça c'est le Léman, c'est une institution genevoise qui est fermée aujourd'hui. Là il y avait des bagarres 24 heures sur 24. Donc on connaissait les gars qui étaient dedans. Quand on arrivait à 6h du matin, ça ouvrait à 4h. Donc. Mais quand on prenait notre service à 6h du matin, on passait là, en voyant les têtes qu'il y avait, on savait si on allait devoir revenir ou pas. Parce que les gars, ils nous voyaient, on leur serrait la main, surtout aux anciens. Comme ça calmait un peu les jeunes. On discutait avec les 2-3 anciennes prostituées qui étaient là, histoire de bien passer vis-à-vis de la population de passage. Et en l'occurrence, comme on connaissait les gars, même s'ils étaient bourrés, qui se tapaient sur la gueule, quand on rentrait dedans, ça les calmait tout de suite. On disait, bon les gars, maintenant ça suffit. Et puis on arrivait à arranger les histoires comme ça. Aussi à l'aise avec les voyous qu'avec les petits commerçants, aujourd'hui encore, l'ancien patrouilleur est au Paquis, connu comme le Loup Blanc. Retrouvailles avec Dédé, cuisinier du bar Le Pressoir et figure historique du quartier. Moi je dis qu'à l'époque, ils étaient plus respectés que maintenant. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait ce contact avec tout le monde. Ils rentraient au bistrot, ils disaient, quand j'étais à Valaisanne, ils venaient, Dédé, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, alors c'est à qui? C'est ici, ça gêne. Hop, tout le monde sortait. Maintenant, il ne rentre plus. Maintenant, il te colle directement et puis terminé. C'est fini. C'est pas un flic. Il est flic, mais c'est pas un flic. C'est un flic particulier. La ville de Genève compte 40% d'étrangers et nombreux sont ceux que l'on retrouve au Paquis. La situation n'est pas nouvelle. À l'époque, Yves décide alors de créer le poste d'îlotier ethnique. Il travaille de nombreuses années avec Ibrahim pour améliorer les rapports entre police et immigrés. Petit à petit, on a réussi un travail formidable avec Yves, avec Alain. On a réussi à faire un travail extraordinaire de rapprochement de deux communautés, d'une institution, la police, et des communautés étrangères. Et en même temps, la médiation. Moi, au-delà de cette étiquette de flic un peu particulier, c'est devenu un ami. C'est-à-dire qu'il m'a appris à goûter à la fondue et moi, je lui ai appris à goûter à la banane plantain avec une sauce pimentée. Donc, au-delà de cette étiquette de policier atypique, c'est autre chose. Et moi, je pense que ça, c'est un premier pas hyper important. Yves, vous êtes donc patrouilleur dans les Paquis. Vous avez pratiqué ce métier sur le terrain, on dit un peu à l'ancienne, c'est-à-dire que vous êtes allé au contact avec les hommes pour, en quelque sorte, être un frein, je dirais, aux déviations d'ordre sécuritaire. C'est vrai que j'ai été dans ce commissariat où l'ambiance générale, c'était à l'ancienne, c'est pas le seul, mais tous les commissariats populaires travaillent avec cette caractéristique où on a absolument besoin, pour faire nos enquêtes, pour faire nos patrouilles, pour résoudre des conflits, de connaître les gens dans l'intimité. Et assez rapidement, il naît cette envie de créer des espaces, des liens ou des ponts. Et à cette époque, je m'adresse à Sarah Kalfala, une association mondiale Contact, en me disant « Tiens, est-ce que vous pouvez nous aider, nous policiers, à offrir ces espaces ?» Et Sarah Kalfala me dit, mais c'est assez dingue, j'ai un de tes collègues, un de vos collègues, c'est pas quand vous voyez, j'ai un de vos collègues qui est venu me poser presque la même
question, c'est un type d'Epaki. Je dis, moi j'y suis, qui c'est? Alain Devenier. Alors, on s'est retrouvés finalement les trois, grâce à Sarah, qui nous a mis comme ça en trialogue, et en réfléchissant là, au départ de façon tout à fait empirique, en réfléchissant sur cette question, est-ce que la police peut travailler avec des communautés étrangères? Yves, alors comment ça se passait techniquement sur le terrain? Pour nous, ça a été de créer cette place d'îlotier ethnique et d'apporter au monde des associatifs ou des migrants aussi une visibilité policière. Parce que finalement, le seul policier que j'ai vu, il m'a contrôlé. Je ne sais pas ce que vous faites. Vous êtes donc répressif? Non, attends. Et de pouvoir les amener à montrer tout ce monde policier fantastique qui est là justement pour résoudre des conflits sociaux. Je vous garantis que les premières réunions où vous invitez une association chilienne à participer à un débat dans un commissariat. Tout d'un coup, on dit, on va vous entendre, venez, on va trouver, pour différents problèmes, venez, je vous invite au commissariat. C'est peut-être la première fois qu'ils rentrent dans un commissariat sans être invités de façon un peu brutale. Ils rencontrent ces policiers qui sont des hommes et des femmes, et on démystifie totalement, et là, ils posent des questions. Mais dites voir, combien de temps on peut maintenir quelqu'un, par exemple, en cellule? Ça se passe comme ça, est-ce que j'ai le droit d'un avocat? Mais ils posent des questions qu'après, il peut largement, et c'est ce qui s'est chaque fois passé, aller informer finalement le reste de sa communauté en disant non, attendez voir, tous les flics que j'ai rencontrés sont des gens, sont des travailleurs, des professionnels, je les ai vus derrière finalement, le carton plâtre et le décor du commissariat, je les ai vus derrière comment ça se passait, j'ai pu leur parler, c'est fantastique, et ils sont là finalement pour notre sécurité, pour la sécurité de tous bien sûr, et pas là simplement pour traquer, comme on peut l'imaginer, le migrant, le sans-papier ou le requérant. Yves, alors ce travail d'îlotier ethnique a quand même dû porter des fruits, clairement. Alors clairement, il a duré 4 ans et été illustré par le film Pas les filles, pas noirs, pas les blancs, parce qu'en 2000, Ursula Meyer, la réalisatrice, a eu vent de ce qui se passait à Genève, ce qui est totalement unique. Elle est entrée en contact avec nous et via notre hiérarchie en disant j'aimerais accompagner ces deux extraterrestres là pendant 8 mois sur le terrain, ce qui a été fait. Ça a donné ce film de 71 minutes, Pas les flics, pas les noirs, pas les blancs, qui a en 2002 remporté le premier prix du festival Vision du réel. Alors comment se fait-il que ce travail, que ça a amené des réussites sur le terrain, comment se fait-il qu'à un moment la hiérarchie n'ait pas compris? Vous avez le film qui met finalement au visage de l'institution une vision novatrice, mais beaucoup trop brutale, en se disant, non pas que vous avez fait faux jusqu'à présent, mais dans ce petit domaine qui est dite de police de proximité, on peut imaginer des nouveaux outils. Et rien que ça, dans une institution avec une culture où plutôt on a l'habitude de recevoir des ordres et d'exécuter, on oppose une résistance à cette période face à une institution de direction et politique qui nous a demandé de cesser immédiatement donc ce travail de Donc là, vous avez quand même été incompris parce que raison trop tôt, c'est possible? Mais bien évidemment, c'est-à-dire parce que la vie est comme ça, précurseur, vous ouvrez des portes qui étaient fermées à cette époque-là. Je pense qu'à cette époque-là aussi, ces gens qui étaient en place avaient une vision plus sécuritaire de la police. Ça a été 2 ans de galère après le film. Parce que combat politique autour de cette possibilité ou impossibilité à des forces de police d'être si proches finalement de parcours de migrants. Au fond, cette mise au placard vous a servi, elle vous a permis d'aller parfaire votre formation de façon à pouvoir ensuite, je dirais, la transmettre aux jeunes policiers. Voilà, alors ça a été justement pour moi la reprise des études. Alors qu'est-ce que vous avez étudié à l'université? En psychologie et sciences d'éducation, c'est une licence en formation d'adulte, c'est-à-dire que l'adulte en formation, quels sont les trucs et astuces pour construire et accompagner donc des professionnels pendant leur parcours de vie professionnelle en formation. Et d'ailleurs, mon mémoire de licence est œuvré pour la formation des policiers. C'est 222 pages d'un constat et d'une photographie prise en 2004 de la situation des policiers. Mais il est vrai que d'avoir une clé en se disant finalement, tiens, avec un Africain, je fais comme ça, avec un Chinois, je fais comme ça, avec un Australien, je fais comme ça, et que ça marche, c'est un peu facile. Son mémoire en poche, Delachaux intègre alors comme enseignant le centre de formation de la police. Il y a fait de l'éthique et des droits de l'homme 2 notions centrales de son discours sur les pratiques policières. Une aventure qu'on a gérée ici avec justement un collègue qui contrôle un jeune Français typé maghrébin
en lui demandant, en refusant, il lui présente sa carte d'identité française, il lui la rend comme ça, en disant « Regardez-la, je veux votre vrai passeport ». Puis le type, il dit « C'est au Paquis que ça se passe, hein, le type. » Il descendait à la gare. Et il dit « Mon vrai, j'ai ma carte d'identité française, c'est bon, je suis français. » Le gars lui dit « Tu renies tes origines ». Différentes ethnies, des prises de position extrêmes, comme le fanatisme. Fanatisme, tout à fait, ouais. Bien sûr, Amin Maalouf fait partie de ces gens qui combattent toutes les formes de fanatisme. Voilà, c'est ça. Étude de texte sur les questions d'identité ou de religion, réflexion philosophique sur la thématique des préjugés. Pendant son cours, le professeur Delachaux s'attache surtout à faire réfléchir ses élèves pour enclencher une prise de conscience. Pour moi, c'est un flic qui sort du lot, quoi. Ouais. Quand on pose la question, même pas forcément que des jeunes, mais la plupart de la population, la police, c'est quoi? La police, c'est les fachos, c'est les réacs. Donc justement, de pouvoir poser ces sujets tabous sur table, en parler, ça casse quand même des préjugés. Quand on a des cours comme ça où on l'entend dire ouais, on voit une personne de couleur noire, c'est forcément un dealer, c'est vrai qu'on se rend compte que dans notre tête, des fois, on réagit comme ça. On dit ouais, tiens, cette personne, ah ouais, donc c'est forcément ça. Et c'est vrai que ça nous fait énormément réfléchir et que je me remets beaucoup en question. Une remise en question qui semble nécessaire, mais qui a encore du mal à prendre toute sa place au sein de la formation. Sur les 1800 heures de cours à l'école de police, le module éthique et droits de l'homme ne représente seulement que 80 heures par an. Concrètement, Yves, qu'est-ce qu'il y a dans ce contenu que vous enseignez aux policiers d'éthique et de droits de l'homme? Travailler sur l'éthique, ça veut dire pouvoir offrir aux stagiaires et en formation continue cette réflexion sur le discernement. En gros, on n'écrase pas une mouche avec un gant de boxe et puis qu'on déguise toute la vitrine. Donc pouvoir discerner un peu les dilemmes qui peuvent se poser entre l'envie de bien faire, l'envie de sauver la veuve et l'orphelin, en même temps savoir garder du recul, tempérer ses ardeurs et pouvoir faire des retours finalement sur sa pratique professionnelle pour être un meilleur professionnel. Et la deuxième phase, c'est les droits de l'homme. Alors les droits de l'homme, sans rentrer en ce qui nous concerne dans le côté juridique, mais les droits de l'homme, ce sont les valeurs qui fondent nos démocraties, nos républiques, et qui font que tu vas être justement un agent du service de l'État dans une structure qui, avant tout, et avant de faire de l'arrestation, va défendre ces valeurs de démocratie, de laïcité, des droits humains, du respect de la personne, de la liberté d'expression. Une chose qui me préoccupe beaucoup quand on parle d'éthique et de droits humains, c'est d'amener par exemple, qu'est-ce qu'un policier peut porter comme regard aujourd'hui sur le monde musulman après les événements du 11 septembre et de ce qui a suivi jusqu'à aujourd'hui. Il est clair que le policier peut-être qui n'est pas encadré ou qui ne sait plus tout à fait ou qui a perdu le sens de sa mission va peut-être voir dans l'arabe de son quartier un danger potentiel. Il faut dépasser cette analyse, il faut recadrer le sens de nos missions. Au fond, c'est de faire comprendre aux policiers que le monde est très complexe et les mettre, je dirais, de façon très concrète en face des complexités de ce monde, de façon à ce que ça ne soit ni l'ennemi ni l'inconnu et qu'il n'y ait pas ces réflexes de peur dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, on peut effectivement, complexité me plaît beaucoup. Il y a des affrontements différents avec un monde en transformation, une Europe là au milieu qui cherche une identité. Et puis moi, je suis le simple flic là dans cette Europe-là aussi, donc en tant qu'homme, avec les mêmes représentations, les mêmes peurs et préjugés que je peux porter sur ce monde qui m'entoure. Et peut-être pour conclure, c'est qu'effectivement, le policier qui est dans un état de droit ne doit pas être submergé. Il peut le penser, il peut avoir des doutes, il peut dévier, il peut déraper, mais il ne doit absolument pas être submergé par uniquement ce côté négatif, crainte, peur, haine. Je pense au racisme, par exemple. Moi, je pense que nous sommes des femmes et des hommes d'honneur dans la police et que si on peut garder la tête froide sur ces missions qui sous-tendent justement les droits humains, ça peut qu'honorer nos forces de police en Europe. Revenons maintenant, si vous voulez bien, à la dernière partie de cette évolution formidable, parce que vous avez continué par bonds successifs. Et donc, un beau jour, vous êtes devenu écrivain. Donc, vous l'avez dit, vous aimez écrire depuis l'enfance ou depuis votre jeunesse. Et comment est-ce que tout à coup, vous êtes devenu écrivain de façon plus officielle ? Alors, devenir écrivain, c'est déjà gentil de parler d'écrivain. C'est vrai que j'en suis à mon 3e bouquin. J'ai de la peine encore, en ce qui me concerne, d'habiter cette identité d'écrivain. Je suis flic et j'écris.
je le disais, une résistance à ce que je vivais à l'époque, de mise à l'écart, pour moi, a été de faire du texte autour de ce que je vivais. Et ma première idée, ça a été de démontrer comment fonctionne une vie de patrouilleur dans un quartier populaire. Tu sais qu'il te faut chercher au plus profond de toi la motivation nécessaire pour accomplir... Séance de lecture et de dédicace à Aunay. Invité d'honneur, l'écrivain Delachaux fait partager ses textes, extraits de son premier opus, Flic de quartier. Les stridents, menottes, matraques, armes de service, il ne te manque que le cœur à l'ouvrage. C'est bien du matériel de merde. Quelques heures plus tôt, Yves avait donné rendez-vous à son éditrice pour une réunion de travail dans ce pub irlandais. L'écrivain et la jeune femme se connaissent parfaitement, c'est Valérie Solano qui a découvert le flic écrivain. Elle se souvient de sa première rencontre avec lui, c'était lors d'un salon du livre. Ça arrive, un jour débarque vraiment sur le stand Yves, que je ne connaissais pas comme lui. Il arrive, il avait un sac à dos comme ça, puis il me dit écoutez, je crée un début de roman policier, est-ce que vous publiez ça? Et puis je ne sais pas d'habitude, et on en a tellement de gens qui viennent comme ça, d'habitude on dit bon bah écoutez, pas chez nous, pas maintenant, ou Dieu sait. Et puis je ne sais pas pourquoi, il y avait quelque chose dans sa manière d'approcher comme ça qui était. Je lui dis bon, peut-être vous me laissez votre texte. Il me dit oh, c'est que les 2 premiers chapitres. Et le soir, fatigué, c'est le salon du livre, c'est vraiment une période un peu pénible. Je repars, je lis ce texte, je me dis incroyable. J'en parle à l'éditrice pour laquelle je travaillais, Marie-Lise Pietri, qui me dit ah mais si ce type il est vraiment flic, on publie ça. Flic de quartier, flic à Bangkok et plus récemment présumé non coupable, 5 ans plus tard, Delachaux a déjà publié 3 ouvrages. Toujours plus de finesse dans le style, le flic a su gagner au fil du temps ses galons d'écrivain, reconnu par ses pairs les plus prestigieux. D'abord, c'est un très bon raconteur. Et je dois dire que dans la littérature française, ça se bouscule pas, les bons raconteurs. Je crois qu'il ne voit jamais la réalité. Et il voit toujours des choses dans la réalité qui correspondent aux histoires qu'il se raconte. Et comme il regarde très joliment le genre humain, ça donne de bons livres. Pour moi, c'est avant tout un écrivain. Il se trouve qu'il commence par ce qu'il connaît. Mais ça m'étonnerait fort que dans les années à venir, il se cantonne à l'univers policier. Je dois dire que j'en serais même surpris. Pour quelle raison? Parce qu'il a faim. Tant que je ne le vois pas brouter tout le temps la même herbe. C'est tout. Alors là, je ne m'adresse plus à Yves, je m'adresse à Patrick, l'écrivain. À Patrick, oui, en effet, c'est juste qu'on me connaît sous Yves, qui est mon premier prénom. Donc je dirais que le policier, le père de famille, c'est Yves. Alors que Patrick, c'est le romancier, c'est un peu schizophrénique, ça je l'entends bien. Mais quand il a fallu décider si je prenais un pseudonyme pour écrire ou pas, j'avais pas envie, mon nom me plaisait bien. Oui. Par contre, mon prénom me dérangeait. Je ne m'identifiais pas en tant qu'écrivain, en tant qu'Yves. Donc c'est mon épouse qui m'a rappelé que j'avais un deuxième prénom, Patrick. Et puis voilà, et ça me va très bien, je trouve. J'habite tout à fait le personnage. C'est pour ça que je me permets de parler de schizophrénie. Mais j'habite très bien le personnage de Patrick, l'auteur. Et dans ma vie un peu publique, puisque en tant que policier et romancier, je fais bien la part des choses. Comment écrivez-vous? Vous vous installez où? Vous faites comment? Est-ce que vous avez des rites? Oui. Ouais, des rites, je pense que les auteurs en ont, enfin, comme tous les artistes. Et ce qu'il me faut, moi, j'ai besoin d'être stimulé. Hein, donc ça veut dire que j'ai besoin de bruit, j'ai besoin d'une ambiance un peu particulière. J'ai besoin de bruit, donc j'ai mon pub favori, le Charny Hollins, à Genève, un pub irlandais. Donc il y a de la musique, il y a du bruit, il y a des bagarres, il y a des gueules, il y a des trognes, enfin il y a de tout. Et moi, ça me stimule beaucoup. Donc je m'installe, ils me connaissent bien maintenant. Dans un coin sombre, dans un coin, j'ai ma table et je m'installe ici et j'écris. Alors, bien sûr que c'est spontané, j'y vais à fond, j'avale des pages. Et puis après, donc la réécriture peut-être plus technique à ce moment-là, de formulation de phrases, là je le fais tout de même chez moi, dans un environnement un peu plus calme, pour réfléchir à la phrase. Mais pour être stimulé, pour sortir une histoire, j'ai besoin de cet environnement. Est-ce que vous allez parvenir à conserver vos activités de policier ou ça va être difficile de... Écoutez, pour l'instant, ça tourne comme ça. C'est-à-dire que mes temps de libre, je fais moins de sport aujourd'hui, j'écris plus. En plus, les expériences que je vis dans le terrain en tant que policier me permettent de nourrir mon imagination pour l'écriture. Et puis, j'ai 41 ans, donc ma vie, si Dieu nous prête la vie, encore bien quelques années, c'est possible que j'ai encore un autre métier. Ouais, j'en ai déjà fait finalement plusieurs, entre le sport, le commerce, la police. Aujourd'hui, j'ai peut-être envie de partir sur une voie doctorale aussi au niveau de ce que je fais en sciences politiques, donc ça va m'ouvrir d'autres voies. On verra bien, en tout cas je suis optimiste et passionné, donc je peux que espérer de faire encore plein d'autres choses.
Yves, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et puis merci de nous avoir emmenés dans ce voyage à travers toutes vos activités. Et puis surtout cet humanisme que vous montrez, cette confiance en l'homme, cette foi en l'homme et ce souci d'écouter l'autre au lieu de trancher et de punir. Merci pour ce beau moment. C'est un plaisir de passer ce moment avec vous. Merci bien, Viviane. Merci à vous. Au revoir, Yves. Au revoir.